arrivé ici en Nouvelle-Calédonie le 13 décembre 1956. Quand on a quitté Tahiti, vraiment, c'est pour avoir une vie meilleure, enfin une vie autrement quoi, que notre vie de Tahiti. C'était pas évident parce que la vie était quand même assez difficile. Les Tahitiens de cette époque-là, ils sont venus parce qu'ils ont trouvé que c'est mieux d'aller voir autre chose ailleurs que chez eux-mêmes. Ce qui caractérise cette immigration polynésienne, c'est qu'elle est très différente, par exemple, de l'immigration asiatique de l'entre-deux-guerres. Parce que l'immigration asiatique de l'entre-deux-guerres, c'est une immigration dite réglementée et qui est fondée sur des contrats de 5 ans qui sont éventuellement renouvelables, en fait. Là, on n'est pas du tout dans la même situation, puisqu'on a des gens qui immigrent à titre individuel, qui n'ont pas de contrat particulier, donc ils peuvent repartir quand ils veulent. Donc, et puis de toute façon, leur immigration se situe après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où l'immigration réglementée a complètement disparu. Ils venaient un peu de partout. Ils venaient des îles sous le vent, de Moorea, de Tahiti même, des Tuamotu, de Tupuai, de Rurutu, des îles de la société, un peu de tout. En Nouvelle-Calédonie, donc on fait une confusion, hélas, bien souvent, entre les gens de l'ensemble de la Polynésie française et les Tahitiens, parce qu'on appelle en fait Tahitiens des gens qui viennent des 5 archipels de la Polynésie française. Donc les Tahitiens, finalement, ne sont pas des Tahitiens au stricto sensu, mais sont plutôt des gens donc, qui viennent de l'ensemble de ces archipels. Et la raison, elle en est simple, parce que justement, la plupart de ces archipels sont avant tout des archipels où on se livre à une agriculture traditionnelle, où il est plus difficile de trouver donc, de l'emploi salarié. Donc assez logiquement, on peut comprendre justement que ces personnes soient venues en Nouvelle-Calédonie chercher ce qu'ils ne pouvaient pas trouver dans leurs îles, en fait. On vivait simplement. Mon grand-père avait une grande propriété et on vivait des choses de la nature, de la pêche. On a la vanille, on a les copras, on a tout ce qui est culture. Et on avait de la volaille, sauf on n'avait pas le bétail comme ici. Mais heureusement que quand on est arrivé ici, et puis c'est comme ça que je suis à le nickel, il y a ceux qui ont pas mal de métiers, il y a ce qu'il faut, il y a du travail. On sent tout de suite, on peut réussir à avoir quelque chose, vraiment. Bonsoir à tous. Issus tous deux du même peuple austronésien qui a peuplé le Pacifique, Polynésiens et Kanaks n'ont jamais cessé d'entretenir des liens au fil du temps, même si, au moment de la colonisation, la gestion de ces deux pays ont été séparées. Les relations ont pourtant perduré, que ce soit à l'occasion d'échanges de fonctionnaires ou pour des nécessités de transport, avec notamment les bateaux des messageries maritimes. Lors des 2 conflits mondiaux, Calédoniens et Tahitiens se sont même retrouvés engagés côte à côte dans le fameux bataillon du Pacifique. Mais pourquoi certains de ces Tahitiens, comme on les appelle ici, indépendamment dans leur île d'origine, ont-ils fait souche en Nouvelle-Calédonie? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Sur les traces du passé sur NCTV. Ces liens vont donc s'intensifier après la Seconde Guerre mondiale, principalement à cause d'une part du boom économique en Nouvelle-Calédonie, lié aux 30 Glorieuses, et d'autre part de la fermeture, entre autres, par exemple en Polynésie, donc des gisements de phosphate, enfin de l'exploitation du phosphate à Makatea. Et notamment justement dans les premiers Polynésiens qui vont venir s'installer donc en Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir pas mal d'anciens ouvriers donc, de Makatea, parce que ce sont des gens qui s'étaient habitués finalement au travail dans les mines, qui s'étaient habitués au travail salarié, et qui, une fois donc réduits au chômage, ont cherché finalement ailleurs que dans leurs îles et archipels d'origine, un lieu où poursuivre finalement ce mode de vie auquel ils s'étaient habitués. Et c'était en 1954. Ouais, en 1954. Et puis à l'époque, c'était un bateau qu'il faut prendre, il n'y a pas d'avion. C'est Tahitien, il y a le Tahitien et le Calédonien. 2 grands bateaux.
Ah ouais. Et à cette époque-là, beaucoup de Polynésiens venaient aussi pour travailler ici à Nouméa. Alors, ces migrations relativement importantes, elles vont d'abord se manifester avec la construction du barrage de Yaté. Hein. Donc, on va faire venir des Wallisiens et des Futuniens, mais aussi on va inciter, alors, comment dire, des Polynésiens à venir en Nouvelle-Calédonie, parce qu'en fait, ils savent finalement qu'ils vont trouver du travail. Il y a quand même une différence entre, disons, les deux vagues de migration, wallisienne et futunienne d'une part, enfin, qui est surtout wallisienne au départ d'ailleurs, et polynésienne. Donc, pour les Wallisiens et les Futuniens, hein, on a organisé d'une certaine façon le recrutement d'un premier convoi juste après la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne donc les Polynésiens, il n'y a jamais eu d'organisation de convoi. Hein. Mais une publicité, d'une certaine façon, s'est faite hein, donc, à Tahiti sur le fait qu'il y avait du travail en Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces Polynésiens, ils prennent le bateau des messageries maritimes, puisque au départ, les liens se font principalement par la mer. Hein, puis ensuite, après, bon, ils prendront l'avion. Hein, et ils prennent le bateau des messageries maritimes et ils débarquent à Nouméa. Hein, et ensuite, donc, ils cherchent du travail. Et c'est avec le bateau, le Ressurgent, je suis venue avec eux. Vous savez, le départ des bateaux de Tahiti, il y a toujours beaucoup de personnes qui viennent couronner les familles qui s'en vont et tout ça, bien sûr avec des couronnes de fleurs et tout ça, la musique. Ce qui m'a fait vraiment pleurer ce soir-là, c'est quand le bateau a quitté le port de Papeete avec cette chanson, l'hymne de Tahiti. Ah, on répète. To'urevara anatemoana, c'est-à-dire mon départ par l'océan. Et quand on a quitté Moorea, oh là là, des pleurs. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a les Tahitiens à bord qui animaient les soirées pour nous aider un petit peu. Hein. Alors on a fait ce voyage de Tahiti jusqu'ici. Hein. Enfin, on s'est arrêté à Fidji, tout ça aussi. Au Vanuatu aussi. Ouais. Et puis on est venu ici. La traversée, 11 jours, avec l'escale à Port Vila, 3 jours. Lorsqu'on a quitté Port Vila, on a eu quand même du vent, la tempête. Hein. Ah oui, ça a fait quand même 2 semaines, je crois. Pour l'époque, c'est cher. Mais pour aujourd'hui, quand on réfléchit à tout ça, on dit, oh ben moi, c'est pas du tout cher. Hein. C'est vrai. Quand on est arrivé au quai, c'était tellement grand le quai de Nouméa, et puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Et ça m'a choqué, cette arrivée-là. J'ai eu mon travail tout de suite. Hein. Je suis menuisier ébéniste. Hein. Ouais, alors j'ai mon diplôme, tout ça, alors ça, il n'y a pas de problème. Hein. Alors j'ai travaillé, il y a un atelier pour ça, spécial. Hein. Ils sont venus chercher du travail. Et ils sont venus chercher du travail salarié, hein, que la Polynésie pouvait difficilement leur offrir. Hein, parce que, voilà, revenons en Polynésie, dans les années 60-70, il y a 2 sources de main-d'œuvre principalement hein, possibles, qui sont donc les retombées du CEP, un petit peu le développement de l'administration et le tourisme. Hein. Mais tout ça n'est pas suffisant, hein, je répète, par rapport à une jeunesse qui est relativement importante, parce que, bon, ils sont en situation de boom démographique et ils ne peuvent pas éponger hein, la totalité donc, de leur offre de main-d'œuvre. Hein. Puis en plus, à Tahiti, l'essentiel finalement de ces offres de main-d'œuvre sont concentrées sur l'île de Tahiti elle-même, hein, mais dans les îles, c'est extrêmement difficile. Il y avait du travail à Tahiti, mais ce n'est pas payant. C'est pas vraiment payant, non. Et même moi, à l'époque, en allant à l'école, il fallait tresser les colliers. Il fallait fabriquer tout ça pour pouvoir aider ma grand-mère. Je n'ai pas tellement eu une vie facile à Tahiti.
Non. C'est un peu pour ça que j'ai voulu aussi venir, pour voir ce qui se passe ailleurs. Mon père est venu faire son service militaire en Nouvelle-Calédonie en 1954. Et à l'époque, donc la société Enercal recherchait de la main-d'œuvre justement pour la construction du barrage de Yaté. Alors c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que sur Tahiti il était bien, mais il s'est dit pourquoi pas tenter quelque chose en Calédonie puisque son service militaire s'était très bien passé. Et donc, il a pris son bâton de pèlerin, il a pris sa femme et ses enfants et il est revenu donc en 56. Je suis venue pas pour y rester, hein. C'est parce que j'ai eu mon certificat d'études. À l'époque, c'est beaucoup le certificat d'études, hein. Et c'est comme ça que je suis venue ici en Nouvelle-Calédonie, c'est une récompense, hein. Donc, où est-ce qu'ils vont trouver du travail? Comme je l'ai dit, au barrage de Yaté. Et puis, une fois le grand chantier de Yaté fini, donc beaucoup de ces Tahitiens donc, vont travailler dans les mines. On a besoin d'énormément de monde dans les mines. Donc, dans les mines, ça veut dire donc, dans les centres miniers de brousse, où ils vont être très nombreux, notamment à Thio, mais aussi donc sur la côte est, un peu partout. Beaucoup aussi vont devenir chauffeurs, vont devenir rouleurs. Et puis, sinon, certains donc, vont s'employer donc, à la SLN à Nouméa. Il y en a qui travaillaient dans les constructions. J'ai connu même à l'hôpital, tiens, le papa de M. Faugier, Charles, il était à Gaston-Bourret, il était bien placé là. Et il y en avait d'autres qui sont des infirmières aussi. Il y a beaucoup de commerçants aussi. Hein. Ils sont montés leur commerce à Vallée-du-Thé, Vallée des Colons, même au Faubourg. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé dans le commerce aussi à l'époque. Hein. La patronne de mon cousin m'a proposé de travailler. D'abord, m'a demandé si je savais lire et écrire. Elle m'a fait quelques exercices et elle m'a pris comme serveuse pour travailler au snack. Ils vont d'abord s'installer prioritairement à Thio, où c'est là d'ailleurs qu'ils vont rester les plus nombreux, mais on va les retrouver après dans tous les grands centres miniers Kawa. Poro, quand le centre de Poro donc existait, donc à Népouy là aussi à l'époque où au moment du boom le centre était relativement dynamique, important. Et puis après, mis à part ces gros centres qui étaient les gros centres miniers de l'époque, en fait on en trouvait un petit peu partout. Il y en avait sur les mines Montagnard à Ouiné, il y en avait comment dire sur les petites mines de la côte est. Donc on en trouvait. Alors il s'agissait des fois de un ou deux individus, mais comme ils étaient chauffeurs de pelle, conducteurs de bulldozer, chauffeurs de camions, etc. Donc finalement on les retrouvait un petit peu donc employés un peu partout, donc sur toute la Nouvelle-Calédonie. Certains ils ont été logés quand même par la compagnie. Les célibataires dans les garçonnières. Mais les familles, ils ont été pris en charge quand même par la société. Le nickel à Yaté et aussi ici à Nouméa, à côté le nickel. Là. Il y avait pas mal de Tahitiens qui ont été logés là. Oui, quand je suis arrivé ici, il y avait la rue Papette. On appelle Ducos avant. Rue Ducos. Alors, on a mis rue Papette aussi. Ça a été aussi. Ouais. Après, alors, la route qui va au nickel, il y avait des maisons là sur le côté qui ont été faites tous ensemble. Mais seulement, ça fait des petits appartements, quoi. Ouais. Alors, on a vécu là-dedans pendant un certain temps aussi. Mais on était bien. Alors, pour moi, c'était bien parce que j'ai mon travail juste à côté, parce que je travaille au nickel. On s'est installé sur Yaté parce que la société Enercal, à l'époque, logeait donc son personnel sur place, je pense que pour plus de facilité et tout ça. Et puis on a grandi nous dans Yaté avec la Terre Rouge bien sûr.
et des souvenirs de la Terre Rouge quand même qui sont assez... On n'a manqué de rien. Enercal rémunérait bien ses employés à l'époque. Et puis au fil des années, mon père a construit le barrage avec les autres personnes et il s'est reconverti après un peu plus tard dans... Il était chauffeur en fait. Et donc mon père a continué cette activité tout en gardant quand même la partie maçonnerie, à transporter les enfants donc le lundi matin et les récupérer le vendredi. En fait, ils sont payés en fonction de leur catégorie, hein. C'est-à-dire, bon, beaucoup sont des OS, hein, donc d'OS, OS1, OS2, donc ils sont payés comme les Wallisiens, hein. C'est-à-dire, après 45, il n'y a pas de discrimination, en tout cas officielle, hein. Il n'y a pas de discrimination liée donc à l'ethnie, hein. Il y a des différences de salaire qui proviennent du positionnement finalement dans la hiérarchie du travail. Ah oui, j'ai une bonne réputation là. Après, alors on était obligé de créer syndicat. Enfin, les autres, hein, ils ont créé syndicat. Ben, c'est comme ça alors qu'on est rentré là-dedans, qu'on a fait quelque chose. Hein. Puis alors de là alors, je suis tombé comme responsable alors dans des secteurs, dans notre secteur, comme délégué du personnel. Et puis après, on a mis la sécurité, tout ça là, en place. Ah, c'est là, on m'a mis là-dedans. Ouais. C'est une main-d'œuvre donc qui se révélait, enfin qui s'est intégrée en fait dans les règles du salariat, hein. On sait que c'est pas toujours le cas à Tahiti, hein, mais ici, je pense aussi que comme les gens, comme ça se révélait pour les gens une nécessité absolue, puisqu'il n'y avait plus, comme ça peut exister dans les îles, les solidarités familiales, la possibilité de partir quelque temps, se reposer aux îles pour ensuite revenir travailler. Donc ça, c'était des possibilités qu'ils n'avaient plus. Donc en fait, ils se sont, dans l'ensemble, très très bien coulés dans les contraintes du travail salarial. Et c'est une main-d'œuvre qui a toujours été appréciée, hein, pour son sérieux et sa capacité à répondre aux sollicitations. Beaucoup ont réussi ici. Ah oui, beaucoup. Ils ont eu des magasins ici. Oui. La famille Hawa. Ils avaient un magasin à cette époque-là, à la vallée des Colons. Et ils ont lancé la fabrication du pain 8. C'était eux d'ailleurs qui ont fait ça sur le territoire, qu'on appelle le pain firfiri. La salade de poisson, les gâteaux tahitiens, tout ça. Là. Après, à la vallée du Tir, il y a aussi Mamapo. Il y a Daniel Foster, Doudoute. Et les Tahitiens, ils étaient un peu dispersés. Ils ont même construit, ils avaient des magasins. Ils se sont lancés dans le commerce. Tiens, par exemple, la famille Fong. Ben, il y en a certains d'entre eux qui ont fait fortune quand même, qui ont travaillé. Tiens, si vous voulez savoir, nous aussi, quand on a commencé avec rien, une valise et une malle, mon mari, et à tous les deux, on a travaillé dur pour vous voyez ce qu'on a, pierre par pierre, pour construire. Voilà. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. On a travaillé dur. Si dans l'ensemble, l'intégration des Polynésiens au sein de la société calédonienne dans les années 1960-1970 s'est assez bien passé, hein, il ne faut quand même pas oublier malgré tout que ça n'a pas été pour eux toujours très simple au départ, hein. Ils se sont trouvés confrontés à quand même pas mal de difficultés que les anciens nous ont expliquées. Une des premières difficultés, c'était la maîtrise du français, hein, parce que tous ne parlaient pas, surtout quand ils venaient des îles, ils ne parlaient pas parfaitement le français, hein, et donc en Nouvelle-Calédonie où le français était pratiqué de façon beaucoup plus importante qu'en Polynésie, ça leur a posé des difficultés. Je ne parlais pas bien le français à l'époque, non, parce que bon, ok, j'ai réussi mon certificat d'études, mais c'était plutôt pour mon accent. À chaque fois, je parlais à l'époque, je roulais vraiment le R, et puis on se moquait de moi.
Parce que les gens de Ayatea, ils avaient un accent, on parlait le tahitien, mais un accent différent de Tahiti. Ils ont dû aussi s'intégrer, comment dire, dans les règles d'une économie de marché, hein, c'est-à-dire apprendre à gérer un budget. Hein. Certains, notamment des femmes, nous ont dit au début, voilà, hein, certains là aussi qui venaient d'îles où finalement ils vivaient un petit peu en autarcie, ils étaient peu habitués finalement, hein, parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait payer les charges, etc. Hein, et que ça, c'était pas toujours facile. Hein. Ah, maintenant, hein, c'est. Tout est simple aujourd'hui. Hein. Ah oui, avant vraiment c'était dur. Hein, c'était dur à supporter la mentalité, c'est surtout ça. Hein. Ouais. La mentalité des gens d'ici, c'est dur. Hein. Ouais. Mais une fois qu'on est habitué, ben, ça va, ça passe. Un autre problème auquel ils ont été confrontés, c'était quand même, disons, une certaine xénophobie, hein, qui n'était pas toujours, qui se traduisait, nous ont-ils expliqué, par une certaine commisération, par exemple. Hein, l'appellation, par exemple, le péjoratif de Teipouet, qui, bien sûr, hein, qu'ils avaient du mal à accepter. Hein. Donc, c'est vrai que cette communauté, c'est dans l'ensemble bien intégrée, qu'elle a été bien acceptée par les autres communautés, mais tout n'a pas été non plus quand même très aisé, notamment pour la première génération immigrante. Cette première génération immigrante, elle a quand même subi souvent de plein fouet la confrontation, je dirais, avec un mode de fonctionnement de type occidental, hein, auquel la vie dans les îles ne les avait pas préparés. Je ne dirais pas qu'on s'est adapté. La vie, elle a fait que c'est devenu tout à fait normal. Je veux dire, on n'a pas eu besoin de prouver qu'on était ci ou qu'on était ça pour pouvoir que les gens nous acceptent. Ça s'est fait naturellement. Évidemment, ça a été beaucoup plus aisé pour la deuxième génération, hein, qui, elle, comment dire, voilà, hein, avait grandi en Nouvelle-Calédonie, était allée à l'école, parce que c'est souvent aussi le problème des gens de la première génération, c'est qu'ils ont eu en général une scolarisation relativement rapide et restreinte. Hein, donc, non seulement ils n'étaient pas à l'aise avec le français, mais aussi avec l'écrit. Hein, donc, c'est toujours un obstacle quand on est engagé dans le travail salarié. Ce qu'il faut savoir qu'à l'époque, à Yaté, il n'y avait pas de collège, donc tous les enfants, on avait le primaire, on n'avait pas de matériel, ça n'existait pas ça non plus. Enfin, il y avait le primaire, et puis dès qu'on a dépassé le CM2, il fallait bien sûr qu'on parte sur la capitale, parce qu'on n'avait pas de collège. Souvent, ils s'interrogeaient sur le fait de revenir dans leurs îles. Et souvent, ce qui les a arrêtés, c'était la volonté, justement, de donner à leurs enfants un avenir meilleur. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression que la Nouvelle-Calédonie allait offrir plus d'opportunités à leurs enfants que s'ils restaient donc à continuer une vie, somme toute, assez traditionnelle dans les îles. Mon père était très sévère au niveau de tout ce qui était scolarité. Parce que il fallait marcher droit. Ma mère aussi. On était plutôt élevés à l'européenne. En fait, voilà. Manière européenne ou manière locale. J'ai jamais appris le tahitien, donc ça c'est un... Et voilà, on mangeait à la table avec les fourchettes, les cuillères, comme tout le monde. Non, on n'a pas été éduqué à la manière polynésienne. Ça, je le reconnais. Est-ce un mal? Je crois pas. Parce que quand nous, on est retourné quand même à plusieurs fois à Tahiti, même ses frères et sœurs avaient dit, t'as bien fait de les laisser en Nouvelle-Calédonie et t'as bien fait de les élever comme ça. Parce que apparemment, si on était resté à Tahiti, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas ici, je serais peut-être en train de traîner ou j'en sais rien. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu nous inculquer, de ne pas devenir peut-être des malfrats ou des trucs, un peu de voyous. Parce que il y avait un peu de tendance comme ça à Tahiti à l'époque quand les jeunes étaient laissés un peu à l'abandon, donc voilà, ils faisaient n'importe quoi. Et ça, je ne regrette pas. Voilà, notre émission touche à sa fin. Dans notre prochain rendez-vous, je vous proposerai de découvrir la suite de cette histoire des Tahitiens de Nouvelle-Calédonie. Vous découvrirez tout ce qu'ils nous ont apporté et vous verrez que nous avons intégré leur spécialité dans notre vie de tous les jours. Merci de nous avoir suivis et bonsoir à tous.